Donc nous voici toujours sur cette première étape du Bimbia Tour de France, ici à Paris, dans les locaux du BizNews, qui nous reçoit aujourd'hui pour que nous puissions poursuivre la causerie commencée ce matin. Et cette fois-ci avec Monsieur Doudou Ndiaye, Diène, pardon, qui est présent à mes côtés, et Monsieur Saouba Traoré, et toujours accompagné d'Alain Kemfak. Monsieur Ndiaye, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Doudou Diène, nationalité sénégalaise. J'ai travaillé à l'UNESCO une trentaine d'années. J'ai lancé la route de l'esclave et puis ensuite, maintenant, je travaille pour les droits de l'homme. Et en même temps, je suis membre de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et donc, vous, Bimbia, vous connaissez bien? Oui, parce que comme j'ai lancé la route de l'esclave en 1994, donc on voulait revenir sur l'histoire de l'esclavage, la revisiter, non pas la manière dont les colons l'avaient écrite. Et donc l'un des grands objectifs, c'était la cartographie de l'esclavage, la cartographie, les sites, les itinéraires, les lieux. Et donc on a demandé à tous les pays africains de pouvoir faire le travail d'identification de ces sites et de ces lieux et de se récupérer leur mémoire. Et donc c'est sur cette base-là que j'ai été invité par l'ancienne ministre de la Culture pour venir voir un peu faire une évaluation du site. Donc je suis allé, j'ai passé quelques jours à Bimbia, à Limbé et puis Bimbia. Voilà. On s'est battu avec Christian Taubira pour déclarer l'esclavage crime contre l'humanité. Et Christian a obtenu une loi française. On l'a aidé pour le faire. C'est une tâche immense. Christian restera dans les siècles qui viennent comme une figure historique. Et à Durban, à la conférence sur le racisme en septembre 2001, nous avons obtenu d'inscrire dans la déclaration finale de Durban par tous les pays membres que l'esclavage transatlantique et dans l'océan Indien est un crime contre l'humanité. Mais le problème, c'est qu'après l'avoir déclaré, c'est un crime qui n'est pas documenté et qui est sans punition. Donc c'est là qu'on arrive à la question de la réparation, et Bimbia doit intégrer la problématique de la réparation. Et moi je suis écrivain, je suis désolé, mais pour moi les mots ont une importance. Et je vais prendre un exemple du silence qui est encore plus terrible pour ceux qui sont toujours sur le continent. Parce que on confond la traite et l'esclavage. La traite a duré 4 siècles. Ça, c'est vrai. Mais l'esclavage, si on considère le côté est de l'Afrique, ça a duré 14 siècles, l'esclavage arabo-musulman. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi, avec ces 14 siècles d'esclavage et de déportation dans les pays arabo-musulmans, il y a si peu de Noirs? La réponse qui m'a été fournie, c'est tout simplement parce qu'on les castrait. Parce qu'on ne voulait pas qu'un Noir aille avec une femme arabe. Parce que on a beau inventer toutes les théories pour dire qu'on n'était pas de la même espèce, qu'on n'était pas du genre humain, le Vatican pouvait dire tout ce qu'il voulait, les scientifiques pouvaient élaborer toutes les théories qu'ils voulaient, la génétique démontrait que c'était faux et que le noir appartenait bien à l'espèce humaine. Et du côté arabe, pourquoi je signale ça? Parce que ça a duré 14 siècles, ça c'est d'un.
Et l'image du noir a été forgée là. Le cafre. Le cafre, c'est... Jusqu'aujourd'hui, et quand vous arrivez dans un pays, pour dire africain, ils disent noir. Pour dire noir, c'est plus que péjoratif à leurs yeux. Et dans les pays de confession musulmane, on a réussi à faire dire aux gens que l'esclavage arabo-musulman n'a pas existé. Alors qu'il a bien existé, ça c'est d'un, et qu'il continue. Il y a même eu une guerre entre le Sénégal et la Mauritanie en 1992 sur la question des haratines. Tout simplement parce que la Mauritanie, bien que république islamique, n'arrive pas à se défaire de l'esclavage. Il y a eu 11 lois depuis 1961, il y a eu 11 lois en Mauritanie pour abolir l'esclavage, mais ça continue. Est-ce que vous savez qu'il y a des Mauritaniens qui sont en France avec leurs esclaves? L'esclave travaille, à la fin du mois, il amène la paye, et le maître prend ce qu'il veut. En France, où je vous parle, ça existe dans les foyers de travailleurs. Mais comme ce sont des musulmans et que toute la frange nord de l'Afrique est islamisée, il ne faut pas le dire. Et moi, je suis l'un des rares qui le dit, même si ça choque, je le dis, que les Arabes ont été plus... excusez-moi le mot, hein, mais moi, c'est ce que je mets dans mes écrits. Hein. Je dis, ils ont été plus salauds que les Européens. Et ils le sont toujours. Quand on parle donc maintenant de cet esclavage, du racisme anti-noir dans le monde arabe, c'est l'identité arabe qui a exclu cette racine africaine. D'ailleurs, quand tu interviews les Algériens, Marocains et autres, ils te parleront de l'arabité, ils oublient d'où ils viennent. Quelqu'un comme Hassan, comme le roi Mohamed VI, il est métis, il est presque aussi noir que nous. Parce que sa grand-mère était une noire venant du Sénégal, Mali, etc. Mais on appelait Hassan de etc. Et donc, ils ont voulu effacer ça, mais elle est là en profondeur. Et donc, ce qui est intéressant maintenant dans l'époque où nous vivons, c'est que tout ça sort. On veut le poser. Alors, et moi, j'ai fait un rapport, parce que j'étais rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme pendant 6 ans. J'avais comme mandat de faire des enquêtes sur le racisme dans le monde, de 2002 à 2008. Un de mes rapports, c'est sur la Mauritanie. J'ai fait un rapport sur la Mauritanie, les États-Unis, le Brésil, etc. Et donc, la profondeur de ça, et maintenant, l'immigration et l'arrivée massive des immigrés a donné vitalité à ce racisme extrêmement profond qui est nié par les leaders arabes et qui n'est pas posé par les leaders africains, mais qui est en train de surgir d'une manière extrêmement forte parce que les peuples arabes sont des peuples métissés en profondeur. Il faut profiter d'une émission comme celle-là ou d'un échange pour faire de la pédagogie et essayer d'expliquer justement cette question qui a été invisibilisée et sur laquelle le silence a été une stratégie. Il y a 2 choses qu'il faut dire d'emblée. Il faut contextualiser notre rencontre d'aujourd'hui. Je pense que c'est très important. Et ce contexte est marqué par quoi? Par 2 facteurs. Un, les sociétés occidentales dans lesquelles nous vivons actuellement en France et ailleurs, comme la plupart des sociétés du monde, sont des sociétés multiculturelles. C'est-à-dire des sociétés marquées par la présence sur le même sol de communautés marquées par la diversité culturelle, religieuse, ethnique. Mais cette multiculturalisation est le résultat de l'histoire. Elle ne vient pas du cosmos. Et donc, les sociétés multiculturelles sont caractérisées par 2 choses. C'est qu'elles ont été constituées et construites historiquement dans des contextes où il y avait des pouvoirs dominants, c'était la colonisation précédée par l'esclavage, parce que ce qu'on oublie beaucoup, c'est que les dominations sont des circuits de communication.
C'est-à-dire que quand on domine des gens, on finit par les amener chez soi. Et donc, le facteur même multiculturel fait que sur le sol français et en Occident et ailleurs, il y a donc des communautés marquées par la diversité. Mais dans ces sociétés-là, l'identité et la mémoire, elle a été structurée par les pouvoirs dominants, le pouvoir colonial, esclavagiste et les pouvoirs dominants. Et c'est eux qui écrivaient l'histoire, qui l'ont écrite et qui ont littéralement contrôlé la mémoire. Et donc, ce qui marque le contexte actuel, c'est que les communautés qui sont issues de cette histoire tragique de l'esclavage et de la colonisation font un inventaire historique et demandent qu'est-ce que nous faisons ici, d'où venons-nous et pourquoi nous sommes ici. Donc, nous sommes dans un contexte où l'inventaire historique est en train d'être fait dans les sociétés occidentales. On revisite l'histoire de ces sociétés. Et c'est dans cette revisitation de l'histoire de ces sociétés que se pose la revendication légitime des communautés concernées de dire mais nous venons d'Afrique, comment nous sommes arrivés ici? Ils ont demandé, regardez les livres d'histoire n'en parlaient pas beaucoup, et c'était le silence. Et ils ont dit, bon, nous allons poser la question, et c'est ce que nous a amené nous à l'UNESCO, donc en 1994, de lancer le programme de la route de l'esclave, c'est-à-dire revisiter un grand fait historique qu'un historien français, Jean-Michel Deveau, un historien de Nantes. Nantes est la ville où les historiens ont commencé vraiment les recherches historiques les plus fortes, avec Jean-Marc Ayrault qui était le maire et qui a poussé, et qui ont fait la grande exposition des Anneaux de la mémoire. Jean-Michel Deveau a caractérisé l'esclavage transatlantique, je le cite, comme la plus grande tragédie de l'histoire humaine, par sa durée et son ampleur. C'est un historien français qui le dit. Alors, c'est là qu'il faut contextualiser cette histoire. Mais ce qui caractérise, et c'est mon deuxième point de pédagogie, l'esclavage transatlantique, c'est 4 facteurs. Le premier facteur, c'est sa durée. Parce que toutes les autres formes de l'esclavage étaient ponctuelles. On envahissait un peuple, on le mettait en servitude, on le dominait, on l'écrasait, on le tuait, on le faisait travailler. Toutes les races, tous les peuples ont connu ça. Et de manière ponctuelle, c'était lié aux guerres, aux conquêtes, etc. Et donc, c'était ponctuel. Mais ce qui caractérise l'esclavage transatlantique, c'est sa durée. Elle a duré 4 siècles d'une continuité dans la durée. Ce n'était pas seulement ponctuel. Dans les empires chinois, on capturait les Mongols, on faisait des servitudes, etc. Mais ensuite, on passait à d'autres empires. Mais la durée de l'esclavage transatlantique a duré, donc c'est le premier facteur qui le distingue des autres formes de l'esclavage, c'est un vraiment la durée. 4 siècles de continuité. Le deuxième facteur, c'est qu'il était légal. Les esclavages du passé n'étaient pas légaux. On capturait, on mettait en servitude, on dominait, etc. Mais l'esclavage transatlantique a été une forme légale. Elle est légale, elle est devenue légale parce qu'elle a pris naissance après le 15e siècle, 1492. Après que les empires chrétiens, les royaumes chrétiens ont envahi l'Espagne andalouse. Je termine pour toucher à la question arabe. Nous avons posé dès le départ la question de l'esclavage comme phénomène universel. En Chine, en Mongolie, ailleurs, on l'a documenté, on a fait des séminaires, on a publié, on a fait des films. Mais c'est à partir de la construction de l'identité arabe, pas l'identité musulmane, arabe, à partir du 9e siècle, que le facteur racial a été introduit dans la construction de l'identité du Moyen-Oriental, de l'arabe.
Mais ils l'ont construit d'une manière artificielle. Mais ça s'est inscrit dans la conscience collective arabe, en profondeur, ce qui explique ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce jeune Algérien qui a insulté le jeune Africain livreur en disant « vous êtes des esclaves, on vous a esclavagés ». Moi, j'ai dirigé la division du dialogue interculturel. Et Mbow est venu directeur général. Avec Kizerbo et les autres, on a écrit l'histoire de l'Afrique. Ça nous a pris 20 ans, on a écrit 8 volumes. 8 volumes. Tout est dedans. Mais ce qui est important, c'est qu'on a trouvé que, donc, l'histoire du racisme réduire le noir dans le monde arabe du Moyen-Orient, ça date du 9e siècle environ. Parce qu'il y avait même des empereurs noirs. À l'époque de Rome, il y avait des empereurs noirs. À l'époque, on ne parlait pas du noir. Ça n'existait pas dans l'Empire romain, etc. Bon. Mais cette écriture a essayé aussi d'occulter. Parce qu'ils ont occulté que, par exemple, le plus grand littérateur de la civilisation arabo-musulmane, Al-Jahiz, c'était un noir. On a occulté le fait que, par exemple, le plus grand écrivain et poète de la langue russe, Pouchkine était un noir qui venait du Cameroun, du nord du Cameroun, du sud du Tchad. Mais le phénomène extrêmement intéressant, c'est que à partir du 11e siècle, 10e, 11e siècle, il y avait donc les royautés musulmanes en Espagne, mais mêlées aux juifs et aux chrétiens. Mais les royaumes chrétiens voulaient reconquérir l'Espagne. Mais dans ce processus, il y a eu un moment où les royautés musulmanes ont commencé à se faire la guerre entre eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que c'était constitué déjà dans toute la zone qu'on appelle la zone sahélo-sahélienne, les Almoravides, les tribus de tout le Sahel, du Sénégal jusqu'à ce qu'on appelle le Maroc actuel. Et ils se sont fait la guerre, mais ensuite ils ont constitué la fédération des Almoravides. Les Almoravides. Et dans ces Almoravides, d'ailleurs, la plupart, les chefs étaient des Noirs et des Métis. des Métis. Mais qui étaient des guerriers, et ils avaient sur une main le Coran et l'autre un épée. Et quand l'Espagne andalouse a commencé à être attaquée par les rois chrétiens, on a demandé aux empires almoravides de venir mettre de l'ordre en Espagne. C'est là que l'Afrique est venue. Et donc, l'Afrique a joué un rôle très important de ça. Donc, mais je résume. Donc, la durée de l'esclavage transatlantique a commencé quand les rois chrétiens ont reconquis l'Espagne et Christophe Colomb, qui était italien, mais envoyé donc par les rois chrétiens, a fait, entre parenthèses, ce qu'ils appellent découverte. Il cherchait l'Inde, et ces bateaux sont arrivés dans ce continent, dans cette terre, les Caraïbes d'abord, et puis l'Amérique du Sud. Il a cru qu'il était en Inde. Et il a découvert qu'il y avait des richesses énormes, et des peuples, etc. Et les peuples les ont accueillis d'ailleurs de manière extrêmement ouverte. Et c'est là que les empires chrétiens d'Europe ont dit, voilà, c'est une source de richesse, on va l'exploiter. Et dans ce processus d'exploitation de ces richesses, ils ont d'abord asservi les populations qui habitaient là, les Amérindiens, et c'est un des premiers génocides. Et ces Amérindiens les avaient accueillis. Tout ça a été documenté par la tradition orale. Ils les ont asservis et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de forces de travail pour exploiter toutes ces nouvelles terres. Et c'est là que je rappelle un autre fait qui est très important. L'esclavage au départ était une affaire purement économique et commerciale. Les royautés donnaient des licences aux grandes fortunes européennes qui affrétaient des navires pour aller chercher des richesses dans ce qu'ils appelaient ces nouvelles terres qu'ils ont découvertes. Le mot découverte est un mot idéologique, connoté. Et
Au départ, ils ont pris les petits blancs, les prisonniers blancs, ici en France, au Portugal, en Espagne. Mais brusquement, ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de richesses dans les Amériques qu'il fallait plus de force de travail. C'est là qu'ils ont commencé, en cabotant le long des côtes africaines, à capturer des Africains. Et ils se sont rendus compte que les royaumes africains pratiquaient l'esclavage féodal, traditionnel. Et c'est là qu'ils ont fait une alliance avec les royautés africaines pour leur fournir la main-d'œuvre. Et c'est là que le système est devenu presque industriel. Et le commerce triangulaire a commencé. Les navires affrétés en Europe, la main-d'œuvre prise en Afrique, transportée dans les bateaux et amenée dans les Amériques et les Antilles. Et c'est dans ce processus-là, donc, qu'à partir du XVIe siècle, l'Europe qui était chrétienne, dominée par l'Église, c'était l'Église qui régnait sur le plan idéologique et culturel, s'est rendue compte qu'elle était en train d'amener des êtres humains comme esclaves pour travailler dans les Amériques et les Antilles. C'est là que le racisme est né. C'est là que pour légitimer la vente d'êtres humains, que l'Europe a fait trois choses. Ils ont rédigé, Louis XIV, le Code noir, qui définissait l'esclave comme un bien meuble. Ce n'était pas un être humain, un bien meuble. Et c'est là que toute la science occidentale de l'époque, autant les scientifiques naturels, les gens de la Geoffroy Saint-Hilaire, Buffon, tous ces gens ont travaillé sur l'infériorité culturelle et ethnique et physique et culturelle de ce qu'on était en train de mettre en esclavage. Et c'est dans ce contexte-là d'ailleurs que tous ces grands savants du musée là, à Paris, l'objet qu'ils demandaient le plus aux colons et aux esclavagistes, c'était des crânes. Qu'on leur envoie des crânes parce qu'ils mesuraient les crânes pour démontrer l'infériorité des Noirs. Donc il y a eu une construction scientifique, entre guillemets, appuyée par les sciences humaines, pour démontrer l'infériorité des gens qu'on mettait en esclavage, et c'est là qu'on a construit le racisme. Le racisme est une construction de légitimation. Et donc, à part la durée de l'esclavage, ce qui caractérise l'esclavage transatlantique et qui n'a pas existé dans les autres formes avant les siècles qui ont précédé, c'est la racialisation de l'esclave et la construction de son infériorité, le facteur racial. Et enfin, le troisième facteur, donc, c'était l'écriture du Code noir, c'est-à-dire un document juridique qui organise l'esclavage, dans lequel l'esclave est défini comme un bien meuble. Et donc, ça, il faut le rappeler. Alors, je vais terminer, parce qu'il y a deux conséquences, on va arriver à Limbia. C'est que cette histoire a duré 4 siècles, transatlantique. Hein. Elle a quitté des millions d'êtres humains. Et c'était l'alliance entre l'appétit économique et de pouvoir de l'Occident qui cherchait des richesses avec l'esclavage traditionnel africain, les royautés africaines qui le pratiquaient, pour exploiter économiquement, et ensuite, on l'a construit sur une base raciale. Et c'est là que c'est très important de rappeler un point très important. C'est que pour le construire, à l'époque, la grande puissance de l'Occident, c'était l'Église catholique chrétienne, c'était le Vatican, le Saint-Siège. L'Église catholique ne s'est pas opposée à l'esclavage au début. Ce que les papes demandaient aux Européens qui avaient découvert, entre guillemets, ces nouvelles terres, c'était d'évangéliser ces nouvelles terres, d'en faire des terres de chrétienté. Quand vous ne contrôlez pas la situation et quand vous n'organisez pas les choses, quelque part, vous êtes un pion. Mais ça n'empêche qu'il y a une responsabilité en tant qu'homme. Le Mahatma Gandhi a dit que quand je fais quelque chose, il y a ce qui me dérange là-dedans, c'est que je l'ai fait en cachette
Mais ma conscience le sait. Et c'est ça qui me dérange. J'ai beau trouver tous les justificatifs, j'étais un pion, un maillon de la chaîne, n'empêche que c'est quelque chose qui est difficile à supporter. De trois, je vois mes copains, je sais qu'un tel est marginalisé sans que je sache pourquoi. Et quand je sais pourquoi, je sais qu'il n'y est pour rien, et que c'est moi qui lui ai fait la plus grande tragédie, et c'est moi qui le marginalise encore. Et c'est lui qui porte les stigmates. Donc il faut qu'on en parle. Parce que le problème, c'est que celui qui est victime de ça, le poids social est tel que un descendant de captif aura du mal à en parler. Quand j'ai commencé à travailler avec le docteur Elisa Aubray, des choses sont remontées naturellement en moi. Ma grand-mère avait peur de l'eau. Puis au Cameroun, nous sommes d'une tribu de l'intérieur du pays, les tribus des montagnes. Nous ne sommes pas des côtiers, donc il n'y a pas le contact à l'eau est très mystique. Et la plupart du temps, c'est des cascades. Donc c'est des chutes, c'est le lieu où on va faire des rites, etc. Mais une grande eau comme la mer, nous, les lacs même, on n'en a pas. Ce qui fait que ma grand-mère, quand elle était petite, qu'on a commencé à aller à la plage, elle disait non, il ne faut pas y aller. Elle faisait le deuil toute la journée jusqu'à ce qu'on soit revenu. Elle disait la mer emporte les gens. Et à ce moment-là, quand je l'entends dire ça, je pense qu'elle parle d'une noyade, parce que bon, on se noie effectivement à la plage. Mais quand on a commencé à travailler et qu'on allait à Bimbia, c'est là que c'est remonté en surface et je me suis dit, mais non, elle ne parlait pas de la mer emporter les gens, ce n'était pas une question de noyade, c'était vraiment les amener dans un voyage. Et comment est-ce qu'elle savait ça? C'est parce que ceux qui réussissaient à s'échapper des points d'embarquement ou d'embarcation, c'était tout simplement des gens qui, quand ils revenaient au village, on leur demandait, mais vous êtes partis 10, pourquoi tu reviens seul? Ils disaient, ah, la mer a emporté les autres. Il paraît, en plus ça c'est la suite de l'histoire, il paraît que là où ils sont, on les a enfermés quelque part, ils travaillent pour des Blancs. Voilà les bribes qui arrivaient au niveau des grands-mères. Parce qu'après, on voit qu'au fil des temps, cette mémoire-là qui est orale s'efface. Et qu'aujourd'hui, si je ne le dis pas à mes enfants, ils ne connaîtront même pas l'histoire de ma grand-mère parce qu'on leur aura parlé d'autre chose, qu'on leur a parlé d'unité, liberté, égalité, fraternité et de l'égalité républicaine, mais on ne leur aura pas raconté tout ce qui s'était passé avant parce que personne ne leur a raconté cela. Et aujourd'hui, quand je vois effectivement qu'on est incapable, nous sommes incapables de nous unir parce qu'il y a tous ces déchirements, je me dis il faudrait qu'on parte de très loin pour comprendre que la division, on l'a injectée, il faudrait qu'on arrive à s'en séparer. Et ça ne se passe pas avec un qui sait et qui dit aux autres, mais ça se passe dans un échange, et c'est un peu l'objet et la raison d'être donc, de ces causeries, qui ne sont qu'un commencement. Et quand j'ai commencé à fréquenter les amis antillais ici à la Sorbonne, on m'a fait un reproche qui a beaucoup résonné dans ma tête. On m'a dit, vous nous avez vendus. Alors je me suis posé cette question, mais nous, on vit avec ça et c'est un traumatisme que nous avons. Et les Européens ont réussi à retourner ça encore contre nous. C'est nous qui avons été pourchassés et vendus. Et ils ont réussi à mettre dans la tête de nos frères de l'autre côté les retourner contre nous, en fait. Alors que ça n'a jamais cessé en Afrique. Le doyen me dira, si je dis non, faux, vrai, en Afrique, l'esclavage a été aboli et a été remplacé par le code de l'indigénat. Et nous avons connu ce qu'on appelle les travaux forcés. Et en fait, ça n'a jamais vraiment arrêté. Et les travaux forcés ont été abolis en 1946. Et je vous assure que dans certaines colonies,
Et il valait mieux ne pas être du mauvais côté, quoi. Donc, moi, personnellement, c'est par petits bouts, par petits bouts. Je suis d'accord avec le doyen et avec Alain parce que non seulement il y a ce silence qui, à la limite, est castrateur, il faut lui dire. Il y a ce silence qui est imposé, qu'on vit, même quand on retourne au village aujourd'hui en Afrique, on le vit. Alors, les deux sources de ce silence, c'est un, que les sociétés africaines qui pratiquaient l'esclavage, la domination et la servitude n'ont pas voulu garder à cause de la structure moderne de ces sociétés, n'ont pas voulu donner vitalité à cette mémoire. Donc ils l'ont négligée. Mais les griots et les porteurs de la mémoire traditionnelle l'ont gardée. Par exemple, moi, je sais que dans ma famille, quand on veut connaître l'histoire des ancêtres, on a nos griots qui vont remonter des siècles très loin et donneront les noms et tout le reste. Donc ça, c'est une des sources, c'est-à-dire que le silence africain est un silence complice traditionnel. Et ensuite, il y a le silence colonial. Le colon, sa stratégie, c'était de ne pas parler de la domination. Le discours colonial, c'était le discours de civiliser. On colonisait pour civiliser des peuples qui étaient des peuples barbares. Et à partir du moment où ils sont considérés comme barbares, on va les civiliser, ils n'ont pas de mémoire. Leur histoire commencera quand nous les avons dominés. C'est pour ça que l'histoire moderne de la plupart des pays africains, que les gouvernements africains n'ont pas revisité de manière critique, mais que les grands intellectuels africains, à la fois politiques comme Cabral et d'autres, ont posé, ont dit oui, l'histoire nos histoires telles qu'elles ont été écrites par le colon pour conforter et légitimer sa domination. Mais les gouvernements africains n'ont pas investi d'une manière massive et forte dans ce travail de reconstruire l'histoire de leur propre peuple et de leur propre pays. Alors c'est là que, un autre point, il faut le souligner d'emblée, le rapport entre le noir et l'arabe et l'européen. Nous, à l'UNESCO, on l'a tout de suite, avec des débats de fond, documentation, refusé de réduire l'histoire de l'Afrique à l'histoire du rapport de l'Afrique avec l'Europe. L'histoire de l'Afrique est plus ancienne. Et on sait que l'hominidé vient de l'Afrique. Tous les scientifiques modernes actuellement, les anthropologues, reconnaissent que l'homme vient d'Afrique. C'est démontré. Et donc, ce point signifie simplement que dans l'histoire coloniale telle qu'elle a été écrite, il fallait effacer la mémoire africaine, ne pas en parler. Et ça a arrangé les pouvoirs féodaux africains et les leaders africains néocolonisés après l'indépendance ne se sont pas occupés de ça, sauf quelques intellectuels courageux et des intellectuels politiques qui ont perdu beaucoup d'ailleurs leur vie. Bimbia est exceptionnel parce que c'est une ville. Au Ghana, il y a les forts. Au Sénégal, il y a des maisons d'esclaves. Mais Bimbia est une petite ville, une ville. L'histoire de Bimbia sur le territoire camerounais, mais Bimbia comme illustration, expression d'une histoire plus globale, régionale et mondiale. Et donc, il faut créer, comme je l'avais recommandé il y a quelques années, créer un comité scientifique camerounais, un comité scientifique sur Bimbia, d'historiens, de multidisciplinaires, pas seulement les historiens, mais les anthropologues, les linguistes et tout le reste, mais d'une dimension régionale. Parce que Bimbia, je le précise, est l'aboutissement d'itinéraires qui montent dans toute l'Afrique centrale et à l'intérieur. Et donc, ça, il faut absolument le faire.
mais le faire aussi en collaboration avec les pays anciennement esclavagistes. Parce que la mémoire écrite, celle des entreprises commerciales, des maisons de commerce, des grandes familles, elle est là en Occident. Et donc, avoir accès à ces archives-là, mais en même temps, interroger la tradition orale dans la région, recueillir au niveau des populations, là, des villages, les vieux, tout le monde, interroger les contes, les mythes, les rites, parce que c'est là qu'on s'inscrit dans la mémoire, et confronter les mémoires et la mémoire, et sortir donc cette histoire en profondeur. Alors l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est de briser le silence, mais l'enjeu c'est de construire le panafricanisme aussi. C'est de montrer qu'il n'y a pas une partie de l'histoire africaine qui est isolée, que chaque fait historique et lieu historique sur le continent africain est l'expression, parce que le système esclavagiste était global, le système colonial était global, donc l'Afrique doit s'inscrire dans cette globalité-là. Que ce qui se passe au Cameroun concerne ce qui se passe au Sénégal, le Tchad, etc. Donc cette dimension-là, l'enjeu c'est ça aussi, pas seulement l'identité ou la mémoire camerounaise. Mais je ne suis pas encore sûr que les structures scientifiques ont été mises en place, multidisciplinaires. Je ne suis pas sûr que les mesures ont été prises pour protéger le site de Bimbia légalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y construire des villas ou amener des touristes. Je ne suis pas sûr, comme je l'avais recommandé, qu'on demande aux pays occidentaux qui ont tous les instruments satellitaires. Vous savez qu'ils ont des satellites qui permettent, au-dessus de la jungle, quand ils prennent des photos, ils voient ce qui est dans le sous-sol. Et donc, parce que c'est encore dans la jungle, de délimiter Bimbia. Et donc, de remonter du point Bimbia à toute l'histoire de l'esclavage dans cette région et sur le continent africain. Pour Bimbia, il fallait essayer de savoir qu'est-ce qui était arrivé, où on les a débarqués, si on peut retrouver les traces, en utilisant à la fois les sources des navires, en utilisant l'autre élément important, et c'est là qu'un de nos grands frères, Djibril Tamsir Niane, qui est mort il y a le mois dernier, Djibril, et qui a écrit l'histoire de Sundiata, et donc de l'Empire du Mali. Et Djibril, on a organisé avec lui une grande réunion à Conakry sur l'esclavage et la tradition orale. Parce que l'esclave n'écrivait pas. C'était le colon qui écrivait et qui effaçait la souffrance et écrivait économiquement. Mais l'esclave a inscrit sa mémoire dans sa musique, ses dieux, ses rites, ses chants. Toute la culture des afro-descendants est une culture mémorielle. Autant dans la musique, dans les chants, dans les rituels, que dans la spiritualité. Et que donc il fallait interroger, recueillir la tradition orale comme source d'information pour faire sortir de l'invisibilité et du silence ce que Debo appelait la plus grande tragédie de l'histoire humaine.
Et l'âme africaine, elle est là. Qu'on le veut ou non, elle est là. On peut aller à la Mecque 153 fois, le soubassement africain sera toujours là. Moi, je prends mon week-end le samedi, le dimanche, mais quand je retourne au village, le calendrier grégorien, je m'en fous. Et le calendrier tel qu'il est en Occident, bon, l'administration burkinabé, on a dit que la langue officielle c'est le français, moi je veux bien. J'ai fait un livre qui s'appelle Loin de mon village, c'est la brousse. Et pourquoi j'ai tenu à faire ce livre? Parce que, bon, on était un village tranquille. Un matin, on est venu mettre une borne frontière au milieu du village. On a dit, l'autre côté, c'est le Mali et l'autre côté, c'est la Haute-Volta. Donc, mon père était du côté voltaïque et ma mère était du côté malien. Alors, j'ai posé la question, mais nous, on devient quoi? Eh bien, il y a des développements. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on est. Et mieux, j'ai un frère qui est parti sur la côte et qui s'est marié à une Togolaise, qui a fait des enfants et qui l'a ramené au village. Donc vous avez tous les problèmes liés aux papiers, aux migrations, voilà, un truc de fou dans la même famille. Heureusement pour nous, il y a la culture africaine. Et si vous regardez comment vivent les éleveurs, il y a le pâturage au Mali, il y a l'abreuvoir au Nigeria, j'y vais, je m'en fous moi. Le ferlo n'a rien à foutre des frontières nationales. Voilà. Et c'est ça qui nous a permis d'être toujours là. Et ce soubassement culturel-là, moi j'irai toujours le chercher. Et j'encourage chaque Africain, à chaque fois que je cause avec un Africain, je l'encourage à aller chercher. Ce qui a sauvé de l'annihilation les populations africaines de l'esclavage, je rappelle que c'est 4 siècles de non-droit, où le Code noir donnait le droit de couper les membres, de tuer. Ce qui a sauvé, c'est seulement, non pas seulement la résistance physique, et les esclaves ont toujours résisté physiquement. Depuis les villages où on les capturait, on les acheminait sur la côte, on les mettait dans les forts du Cap Cos au Sénégal ou ailleurs, ils se battaient. Dans les bateaux, dans les cales, ils se battaient. Dans les navires, ils se battaient. Dans les plantations, ils sont toujours battus. Mais ce qui les a sauvés, c'est la résistance culturelle. Et c'est là que l'esclave a retourné, les mis en esclavage, parce qu'en anglais on dit enslaved. Ça veut dire qu'on les a mis en esclavage. Parce que quand on dit esclave, on dit esclave c'est noir. Non, on les a mis en esclavage. Ce qui les a sauvés, c'est que les esclaves ont compris très vite que le racisme empêchait les maîtres de les voir en tant qu'êtres humains. Ils ne les voyaient pas. Ils ne voyaient pas leur Dieu, leur mythe, leur rite, ils les niaient. Et les esclaves, pendant ces 4 siècles, se sont réfugiés dans ces dieux, ces rites, ces mythes, ces sons, tout ce que l'esclavagiste ne pouvait pas voir. Je vous donne un exemple. La grande révolte de 1791 à Saint-Domingue, qui a créé l'indépendance d'Haïti, dans la nuit du 21 au 23 août 1791, a été organisée devant les maîtres. Pourquoi? Parce que simplement les esclaves ont compris que les maîtres ne voyaient pas qu'ils étaient porteurs de civilisation, de rites, de dieux, de mythes et de spiritualité. Et quand les esclaves rentraient le soir des mines et des plantations, ils demandaient aux maîtres de les laisser aller faire du tam-tam dans le bois caïman, là dans la bois, pour un peu se détendre. Et le maître disait, oui, allez jouer votre musique barbare, là, allez jouer. Ils ont organisé la révolte sur l'île d'Hispaniola, qui est Saint-Domingue, et maintenant est Haïti. Et quand la révolte a commencé dans la nuit du 23 août, 21 août 1791, elle a commencé dans l'ensemble de l'île. Il n'y avait pas de portable. Non. Pourquoi? Parce que les esclaves ont utilisé à la fois la musique, l'instrument, le tambour, comme on le faisait en Afrique. Parce que ceux qui l'ont fait, beaucoup s'étaient aidés, beaucoup de ces esclaves qui sont révoltés, ils venaient d'arriver d'Afrique. Ils savaient que le son en Afrique, la musique est un langage, une communication. Et donc, ils ont toujours communiqué entre eux d'un bout à l'autre de l'île par les sons et le rituel et le tambour. Et donc, quand le maître leur disait, oui, allez jouer, faire de votre musique barbare, ils s'organisaient en utilisant les musiques, mais en utilisant aussi le vaudou, c'est-à-dire leur spiritualité.
qui faisait qu'il y avait le secret entre eux. Et ils ont organisé la révolte, elle a éclaté en même temps sur l'ensemble de l'île. Et c'est le racisme qui a empêché le maître de le voir. Et donc, nous avons affaire à une des formes de résistance de l'histoire de l'humanité les plus fines, les plus profondes, qui fait que l'histoire de la résistance culturelle à l'esclavage, qui est une histoire de reconquête d'une humanité qui a été déniée par le blanc, est une histoire sur laquelle beaucoup d'historiens n'ont pas encore travaillé. Et c'est ce qui fait la force du continent africain, sa culture, ses mythes et ses rites. Et donc, il faut porter le fer sur ce plan. La culture, comme tu le disais si bien tout à l'heure, je pense que c'est ça qui a permis la résistance. Et si on doit donc considérer que l'Afrique globale qui souhaiterait se construire, elle va se faire sur l'appui sur sa culture, sur son patrimoine culturel, et j'ajoute aussi le naturel, mais le patrimoine culturel. Et c'est pour ça qu'il y a cette transition culturelle qui va se faire, mais j'étais très fasciné d'écouter cette explication-là. C'est-à-dire que c'est dans le repli culturel qu'ils ont trouvé la force pour résister à cette violence, à cette adversité-là. Et ce serait bien qu'on fasse la transition avec cela, parce que ça rentre dans ce qu'on veut, Limba, quand on dit comment parler de réconciliation. Je pense qu'il faudra déjà qu'on commence à rapprocher les cultures, hein, organiser des rencontres, à les partager. J'ai un ami écrivain, Gary Victor, je pense que à chaque fois qu'il est là, j'interroge beaucoup. Je lui pose plein de questions. Et au bout d'un moment, je sais qu'il en a sérieusement marre, mais il faut que je comprenne ce qui s'est passé de l'autre côté. Il faut que je comprenne les mots qu'on utilise. Quand j'écoute Tabou Combo, je veux comprendre ce qu'il me dit. Eh oui, c'est par là qu'on va y arriver, c'est pas autrement. Parce que ce sont les autres qui ont conçu les murs, les digues, les ponts et tout ça, les forteresses. Nous n'avons pas les moyens de les dynamiter. Il faut que nous soyons comme l'eau qui petit à petit ronge le rocher. Je me rends compte qu'il y a un chantier. C'est la raison d'être de Valais d'Afrique aujourd'hui. Il y a un chantier qui commence entre les Africains, qui commence entre chaque Africain, et qui va ensuite se faire entre les Africains et les Afro-descendants et tous les démembrements donc, de l'Afrique qui se retrouvent un peu partout dans le monde, pour pouvoir voir dans quelle mesure recoller le morceau.
La première réparation, c'est la réparation éthique, amenée à dire que c'est un crime contre l'humanité. Ça veut dire que ce qui est arrivé dans les esclaves ne concerne pas seulement les Noirs, mais l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est la réparation éthique, morale. La deuxième, c'est la réparation historique. Il faut documenter le crime. C'est là que notre travail a été très important avec Djibril et tous les autres, et Ibrahim Babakake et tous les autres historiens. Documenter le crime. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire « Ah, c'était vilain, c'était pas bon, c'est pas bien ». On va revendiquer de l'argent. Revendiquer sur quelle base? Il faut documenter. Donc, tout le travail historique. La troisième réparation, c'est la réparation éducative. C'est-à-dire que tout ce qui est mis à jour par les recherches historiques, et on avait demandé à tous les États d'ouvrir leurs archives, le Vatican, tout le monde, il faut l'enseigner dans les écoles. Parce que c'est dans les écoles que la conscience identitaire et morale elle est construite. La réparation éducative dans le monde entier, comme c'est humanitaire, l'enseigner autant en Chine qu'au Sénégal, en Guinée, qu'en Mongolie. L'histoire de l'esclavage. Et enfin, la quatrième réparation, c'est la réparation sociale. La réparation sociale, c'est de poser la question, comment se fait-il qu'il y ait la juxtaposition dans les sociétés issues de l'esclavage entre les communautés qui sont marginalisées économiquement, socialement et politiquement, coïncident avec les communautés issues de l'esclavage et de la colonisation. Comment se fait-il qu'en France, en Europe, les communautés les plus marginalisées sont des communautés qui sont venues de cette histoire. Et les deux cartes sont juxtaposées. Et quand elles sont juxtaposées, c'est le signe et la preuve que c'est une notion structurelle. Donc, déplacer la carte. Et donc, la réparation sociale permet de rentrer dans l'explication comment se fait-il que les Africains, les Arabes, les victimes de l'esclavage se trouvent dans les sociétés occidentales être les communautés les plus marginalisées, économiquement, socialement, les plus invisibilisées, et qui sont victimes du racisme. Et poser le problème que le racisme ne vient pas du cosmos, que c'est une construction qui a été faite pour légitimer l'esclavage et qui a structuré les sociétés occidentales. L'histoire de Bimbia sur le territoire camerounais, mais Bimbia comme illustration, expression d'une histoire plus globale, régionale et mondiale. Et donc, il faut créer, comme je l'avais recommandé il y a quelques années, créer un comité scientifique camerounais, un comité scientifique sur Bimbia, d'historiens, de multidisciplinaires, hein, pas seulement les historiens, mais les anthropologues, les linguistes et tout le reste, mais d'une dimension régionale. Parce que Bimbia, je le précise, est l'aboutissement d'itinéraires qui montent dans toute l'Afrique centrale et à l'intérieur. Et donc, ça, il faut absolument le faire. Mais le faire aussi en collaboration avec les pays anciennement esclavagistes. Parce que la mémoire écrite, celle des entreprises commerciales, des maisons de commerce, des grandes familles, elle est là en Occident. Et donc, avoir accès à ces archives-là, mais en même temps, interroger la tradition orale dans la région, recueillir au niveau des populations, là, des villages, les vieux, tout le monde, interroger les contes, les mythes, les rites, parce que c'est là qu'on s'inscrit dans la mémoire, et confronter les mémoires et la mémoire, et sortir donc cette histoire en profondeur. Alors l'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'est de briser le silence, mais l'enjeu c'est de construire le panafricanisme aussi. C'est de montrer qu'il n'y a pas une partie de l'histoire africaine qui est isolée. Que chaque fait historique et lieu historique sur le continent africain est l'expression, parce que le système esclavagiste était global, le système colonial était global, donc l'Afrique doit s'inscrire dans cette globalité-là. Que ce qui se passe au Cameroun concerne ce qui se passe au Sénégal, le Tchad, etc. Donc cette dimension-là, l'enjeu c'est ça aussi, pas seulement l'identité ou la mémoire camerounaise. Mais je ne suis pas encore sûr que les structures scientifiques ont été mises en place, multidisciplinaires. Je ne suis pas sûr que les mesures ont été prises pour protéger le site de Bimbia légalement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y construire des villas ou amener des touristes.
Je ne suis pas sûr, comme je l'avais recommandé, qu'on demande aux pays occidentaux qui ont tous les instruments satellitaires. Vous savez qu'ils ont des satellites qui permettent, au-dessus de la jungle, quand ils prennent des photos, ils voient ce qui est dans le sous-sol. Et donc, parce que c'est encore dans la jungle, de délimiter Bimbia. Et donc, de remonter du point Bimbia à toute l'histoire de l'esclavage dans cette région et sur le continent africain. Je pense, pour pouvoir arriver à cette fameuse réconciliation que l'on appelle tous de nos voeux, appeler un chat et faire aussi tout ce travail intellectuel dont vous avez parlé, notamment entre la différenciation entre l'esclavage et la servitude. Et aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Et voilà, c'est des choses qu'il va falloir qu'on replace dans leur contexte avant de laisser place à la culture que nous avons sur le plateau aujourd'hui et de bien belle manière qui nous permettra de faire la transition avec cette fameuse résistance qui est là et qui est physiquement là aujourd'hui.